Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters qui va porter sur Masterplan et son album Masterplan. Mais avant, une petite histoire. Ça, c'est Halloween en 2000, alors que The Dark Ride vient de sortir, un opus différent des autres, mais qui dans l'ensemble a été assez bien accueilli par la critique et les fans. On retrouve bien sûr Andy Davis, Marcus Groskopf et les acteurs qui vont nous intéresser aujourd'hui, Michael Whitecat, Roland Grapow et Uli Kusch. Après la tournée de The Dark Ride en 2001, chaque musicien est rentré à la maison tranquillou. Et quelques jours plus tard, Roland Grapow et Uli Kusch ont reçu un email de la part de Whitecat leur expliquant qu'ils étaient virés d'Halloween, avec comme raison un peu facile et grotesque qu'ils n'étaient pas à 100% à fond dans le groupe, ce qui est bizarre puisque Michael Whitecat était quelquefois absent des séances d'enregistrement de The Dark Ride, laissant donc à Grapow la possibilité d'enregistrer plus de guitares que lui. Niveau compo, sur cet album, chaque protagoniste a écrit 2 chansons, égalité donc, Davis ayant fait tout le reste. Une raison plus plausible pour évincer Grapow et Kusch serait la jalousie. En effet, Whitecat aurait mal digéré le fait que Mr. Torture, écrit par Kusch, soit numéro 1 au Japon et il n'aurait pas voulu que son groupe lui échappe. Tout cela nous amène à Masterplan qui a été créé en 2001 par Grapow et Kusch qui ont composé la quasi-totalité de l'album. Ils ont ensuite recruté Jörn Lande au chant qui a un peu posé sa patte sur certaines des compositions, mais bon voilà, le plus gros du boulot a été fait par les deux Allemands qui ont complété ensuite le line-up avec Axel McEnroth au clavier et Jan Soren Ecker à la basse. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal puisqu'il a été pendant de nombreuses années, il est peut-être toujours encore, faudrait que je vérifie, bassiste d'Arion Savio. Alors l'album est sorti en 2003 chez AFM Records, mais attention avec ça parce qu'il me semble qu'il y a une version NTS, Nothing to Say, le label français qui n'existe plus malheureusement, et je crois que c'est cette version-là que j'ai en France, il faudra que je vérifie. Quoi qu'il en soit, on a ici du power metal de très grande classe, beaucoup plus qualitatif que tous les autres groupes de power metal, sans dénigrer ces groupes-là bien sûr. 11 titres au compteur, 55 minutes, ce qui est ma foi assez raisonnable. Spirit Never Die ouvre l'album et c'est vraiment le titre parfait pour commencer un tel album. Petite intro, arrivée éblouissante des instruments qui vont petit à petit laisser la place au chanteur, à Jörn Lande, et quel chanteur celui-là. S'il nous avait prouvé auparavant qu'il était très à l'aise dans le hard rock, son style de prédilection, ou dans le métal progressif, eh bien le power ne l'effraie en aucune mesure. Et puis le rythme va s'accélérer pour nous amener vers un refrain plein de positivité et très prenant, avec ses paroles Never give up, never give in. Est-ce que ça ne serait pas d'ailleurs un petit clin d'œil de Grapow à Whitecat et à tous ceux qui doutaient d'eux? Vous voyez, nous, on n'abandonne pas, on a fait notre album. Et plus loin dans ce même refrain, nous aurons la ligne de texte Nous, on chante avec notre âme. Alors est-ce que je peux pousser l'interprétation un peu plus loin et dire que Kusch et Grapow disent là à Whitecat, tu vois Michael, nous on chante avec notre âme, alors que toi tu ne chantes qu'avec tes chiffres et avec cette envie de succès. Mais bon, c'est peut-être un peu pousser le bouchon un peu trop loin. Quoi qu'il en soit, c'est à mon tour de faire un clin d'œil à Seth, peut-être qu'elle se rappellera de ça. Jörn Lande est donc grand et se fait plaisir comme il adore le faire en nous délivrant un chant qui est souvent rempli de puissance comme c'est le cas sur Crystal Night. Ou au contraire en maintenant cette puissance, en en retenant un petit peu. Ça aussi il aime bien le faire, vous savez quand il a ces notes vibrantes qu'il semble garder au fond de lui pour les relâcher juste au moment où cela va avoir le plus gros impact. Et ça on le voit pas mal sur le titre Soulburn. Aussi, qu'est-ce que je peux dire? Il y a un morceau qui fait hard rock un peu comme les albums solo de Jörn Lande, c'est When Love's Come Close. Et si on doit finir pour enfoncer le clou sur l'énorme capacité vocale que Jörn Lande possède, ou possédait, ça c'est à débattre,
eh bien on peut parler de Heroes, qui est vraiment le titre power par excellence. Sur ce titre, Jörn Lande va nous faire penser à Michael Kiske. Il y en a un qui l'a dit au fond là-bas, Michael Kiske, que ce soit au niveau des mélodies vocales, donc au niveau de la composition, comment le titre a été construit par Grappo et Kush, ou que ce soit de la façon de chanter de Jörn Lande, ou même la voix, on dirait à s'y méprendre, Michael Kiske. Voilà, Jörn Lande est grand, ou était grand, je sais pas. C'est quand même toujours un beau chanteur. On va arrêter les conneries un peu. Et là où Masterplan fait fort, c'est qu'il ne se contente pas de faire du Halloween ou même du power classique. Sinon, l'album serait rempli de Heroes. Donc je le redis, mais Heroes c'est vraiment le titre phare, le titre typique de power metal, que ce soit dans les paroles, dans la mélodie ou même dans le feeling qui nous rappelle les citrouilles. Et d'ailleurs pour moi ce titre c'est un petit peu la petite sœur mignonne de power. On sent que Roland et Uli se sont libérés sur Masterplan, qu'ils ont pu proposer une musique sans s'imposer des barrières comme c'était peut-être le cas pour Halloween, parce que ce qu'ils devaient composer pour Halloween, ça devait être du Halloween. Donc pas qu'ils étaient enchaînés ou quoi, mais c'est vrai que là ils étaient totalement libres et je pense que ça se ressent et il y a très peu de ressemblance avec les citrouilles. Du moins, j'en trouve pas beaucoup. Et par exemple, on a des titres sombres et agressifs, comme Cloning from Hell, et dans le même genre, mais peut-être avec un rythme un peu plus lent et avec quelques touches orientales, Bleeding Ice. Notons l'importance des claviers qui magnifient certaines chansons qui paraîtraient beaucoup moins charmantes si ces derniers n'étaient pas là. Alors, je peux citer Soulburn ou encore King Hearted Light, qui a un très beau solo et un excellent petit break final avant qu'il y ait le tout dernier refrain. C'est vraiment très très efficace, très fédérateur. D'ailleurs, je vais mettre un morceau, tiens. Masterplan est un album qui a une certaine classe, et je vais me répéter, mais il a un peu plus de prestige que tous les autres groupes de power metal, on va dire classiques. Et c'est vrai que lorsque je parlais de cet album dans ma vidéo sur Blind Guardian, il me semble, Young Metal ne comprenait pas pourquoi je plaçais cet album un peu plus haut par rapport aux autres. Je pense que c'est un tout en fait. Déjà quand on réunit deux anciens Halloween qui ont quand même passé, pour arrondir on va dire une dizaine d'années dans le groupe, Roland Grappo était là bien avant Uli Kush, bon on va dire 10 pour arrondir. Quand on réunit ces gars-là avec un Jörn Lande en forme et motivé, il ne faut pas s'étonner d'avoir un disque de cette trempe. Et même la chanson Enlighten Me, qui est le tube, c'est le single de l'album, donc on sent vraiment que c'est le morceau qui a sûrement été créé pour passer à la radio et pour attirer non seulement les fans de power, mais aussi les fans de hard rock, voire des gens qui n'écoutent pas du métal à la base. Et même ce titre parvient à nous faire avoir des frissons. Alors bien sûr, ce n'est pas que le rassemblement de ces trois musiciens qui ont fait un bon disque. Je pense aussi qu'il y avait un désir de vengeance par rapport à Halloween, une volonté de faire un meilleur album que les anciens potes, et pour cela je rapproche Masterplan à Megadeth, puisque Dave Mustaine a toujours été nourri, en partie bien sûr, par la rancœur de s'être fait évincer de Metallica, et il a toujours eu le désir de faire des meilleurs albums que son ancien groupe. Alors aussi le mec s'est composé, D'ailleurs je pense que si on doit faire un comparatif... je préfère Megadeth, mais ça c'est pas un secret je pense. Sachez qu'en tant que premier chanteur, Roland Grappo voulait engager Michael Kiske, mais celui-ci n'était pas intéressé tout simplement parce qu'avant il était dans sa période, j'aime pas le power, le heavy mélodique, moi je mérite mieux que ça, je vaux mieux que ces petites pacotilles là. Alors que le mec maintenant il est où? Il est dans Avantasia et dans Halloween, putain mais Michael Kiske, mais... Et pour finir la petite histoire des chanteurs, comme Michael Kiske avait refusé, ils ont voulu engager Russell Allen de Symphony X. Mais pareil, ce dernier n'était pas intéressé et il préférait se consacrer pleinement à Symphony X. Et il a eu raison. Et puis un jour, Roland Grappo a écouté un album solo de Jörn Lande, il est tombé sous le charme et il a décidé de lui proposer le poste de chanteur. Jörn Lande a accepté. Et cet album solo, je vous le donne en mille, j'en ai déjà parlé au moins 2 ou 3 fois dans mes vidéos, c'est World Changer. Ah, il faut aussi que je vous dise que dans certaines interviews, Roland Grappo nous faisait
faisait part d'un petit rêve, ou plutôt d'un fantasme qu'il avait, qui aurait été de monter un groupe avec lui, donc, avec Unique Kush à la batterie, Michael Kiske au chant, à la guitare Ken Hansen, et à la basse, Marcus Gorkov d'Halloween. Voilà, c'est pour que vous voyez un petit peu le niveau de vengeance que le gars aurait espéré atteindre, tout ça pour faire chier Waycat. C'est un peu du même niveau, vous savez que quand votre copine vous fait cocu et vous quitte, vous vous dites, attends, je vais coucher avec sa meilleure amie, comme ça va la faire chier. Alors que non, il suffit de l'attraper par les cheveux, comme ça. Bon allez, je mélange un peu tout ici, mais tout ça pour dire que je pense qu'une compétition bénéfique s'était installée pour Masterplan, et juste pour Masterplan, parce qu'à mon avis, les mecs d'Halloween, ils en avaient un peu rien à foutre de ce que faisait Grappo, mais cette compétition a bénéficié à la qualité de cet album. Et puis après, ils ont sorti Aeronautics, leur second album, qui est bon, mais moins bon, classe mais moins classe. C'est un peu comme si le groupe s'apaisait, se reposait un peu sur ses lauriers. C'est un peu comme si Jornan 2 se voyait déjà ailleurs. Si le fait de mettre Jan Seckert et Axel McEnroth à la compétition, c'était pas génial parce qu'ils n'arrivaient pas à atteindre le niveau de maître qu'ont Grappo et Kush. Et puis Grappo, parlons-en, dans les interviews, j'ai l'impression qu'il avait un peu pris le melon, et il disait que lui, ancien Halloween quand même, faire que des tournées en première partie, ça le saoulait. Mais c'est comme ça, Grappo, t'as 2 albums, c'est pas parce que tu viens d'Halloween que tu vas partir en tournée tête d'affiche mondiale. Alors je sais que tu rêvais bien de faire la clôture de la main stage de Wacken, avec Waycat au fond là-bas qui te regarde et qui rage, mais les choses viennent avec le temps. Et malheureusement, ce qui est venu avec le temps pour Masterplan, c'est pas forcément bien, parce que Jordan s'est barré. Ils ont recruté un chanteur qui n'avait ni le charisme, ni la voix, ni la prestance de Jordan 2. Donc l'album est un peu en demi-teinte, et je vous parle même pas des concerts qui étaient assez plats. J'ai vu en première partie de Saxon, c'était pas si génial que ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? Jordan est revenu, ils ont sorti un album qui est pas mauvais d'ailleurs, puis Jordan est parti, Unique Kush est parti, ils ont engagé le chanteur de Advance, et maintenant Masterplan fait quelque chose qui est très mauvais, c'est très mauvais signe pour un groupe. Ils font des albums de reprise d'Halloween. Donc des albums, ils en ont sorti qu'un, mais je pense que c'est très mauvais qu'un groupe commence à reprendre, à faire des best-of, des chansons que le mec a composées dans son groupe avant. C'est que niveau inspiration, on n'en est pas encore là. C'est dommage. Voilà, c'est tout pour Masterplan. La qualité des compositions, cette sensation de liberté, le désir de vengeance envers Halloween et Jordan 2, ce chanteur extraordinaire, font que Masterplan est un album vraiment à part dans le power metal ou le heavy mélodique, quoi que vous l'appeliez. Et Jordan 2, j'aurais tendance à dire que c'est là le dernier grand album auquel il participe en tant que chanteur principal. Alors je vous en ai déjà parlé, à l'époque on parlait de la triplette de Jordan 2. Peut-être que j'ai rêvé ce terme, mais en tout cas il y avait toujours 3 albums de Jordan 2 qui revenaient. World Changer, son album solo, The Devil's Hall of Fame de Beyond Twilight et Burn the Sun de Ark. Mais bon, je n'ai pas écouté World Changer, ou du moins je ne l'ai pas écouté en entier, donc pour moi ma triplette personnelle sera avec Masterplan. Mais vous savez ce que tout cela signifie, c'est que le jour où je mettrai la main sur World Changer et que je pourrai l'écouter dans des conditions adéquates, je vous ferai une chronique. Voilà, parce que je suis comme ça moi. Et en attendant, vous pouvez toujours aller regarder mes 2 autres chroniques, donc sur Beyond Twilight et sur Ark. Donc après, vous savez quoi? N'allez pas regarder mes chroniques, on s'en bat les couilles en fait, c'est nul. Allez plutôt écouter les albums. Si vous avez du temps, que vous ne savez pas quoi faire, au lieu de j'ai cassé mon canapé. Au lieu de regarder mes vidéos, allez écouter les albums. C'est beaucoup plus important. Et puis après, vous les achetez si vous les trouvez. Voilà. Et puis, vous vous calmez aussi. Parce qu'on n'est pas chez Enoch Metal ici. On n'est pas chez Enoch.
Allez, on se dit au revoir et on se voit pour une prochaine vidéo de Metal Hunters. Et d'ici là, stay metal! Bon alors il s'est passé quelque chose de rigolo ce matin, enfin rigolo. J'ai fini le montage de ma vidéo, là c'est en train de s'extraire et d'aller sur YouTube pour voir ce que ça donne. Et je me suis aperçu que j'avais pas de blague de fin. Et je ne suis pas inspiré pour en faire une, donc il n'y en aura pas. Par contre je vais vous communiquer une news. Donc vous savez que YouTube et le bot Google accentuent de plus en plus cette histoire de copyright, repérer les éléments que certains YouTubeurs ou vidéastes, peu importe, utilisent alors que ça ne leur appartient pas, ce qui arrive très souvent, vous vous en doutez. Et par rapport à ça, de temps en temps j'ai des vidéos qui sautent, qui sont strikées. Alors des fois le strike c'est pas très important pour nous les Européens, par exemple le best-of de 2015 n'est plus disponible au Japon, donc Sacrifice et Thibaut ne peuvent plus le regarder parce que j'utilise des images d'un clip d'Angra. Donc ils arrivent même à détecter les images maintenant. Avant c'était que le son, maintenant les images peuvent être détectées et donc avec le copyright permettent les strikes. D'ailleurs je me suis pas mal fait chier et je continue d'ailleurs à me faire chier pour cette vidéo de Masterplan par rapport à la partie Pokémon. Et à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo, c'est en train de s'extraire, je ne sais pas si ça a marché ou pas, donc s'il le faut, je vous parle de cette partie Pokémon, ça va me saouler, ça y sera pas dans la vidéo pour être tranquille, enfin on verra bien. Plus important, j'ai des vidéos qui ont sauté, qui sont bloquées dans le monde entier, et que je ne pense pas refaire, donc il y a un best-of, il y a la vidéo de son Antarctica, et récemment c'est celle de Dream Theater qui a sauté, donc ne vous étonnez pas si vous recherchez des vidéos de Metal Hunter, c'est que vous ne les trouvez pas, hein. Je n'ai rien enlevé du tout, même les premières vidéos qui piquent les yeux et les oreilles, je les ai laissées, c'est juste YouTube des fois qui fait « Hey, ça c'est l'argent !» et qui me retire mes vidéos. Chaque fois que j'ai ce genre de blocage, je le mets sur Facebook quand même, pour vous tenir au courant. Mais bon voilà, il serait... je pense qu'il va y avoir de plus en plus de strikes de ce genre, donc ne vous étonnez pas. À la limite pour moi c'est pas très grave on va dire, c'est un peu plus emmerdant pour ceux qui vivent de YouTube. Voilà, il serait bon de s'intéresser, de voir pourquoi ces vidéos sont strikées, hein, pourquoi les miennes et pourquoi pas celles de Mediapart par exemple. Hein. Donc pour moi c'est une évidence, hein, c'est forcément Israël.